Nous sommes vendredi 28 novembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information. Au sommaire, tournée d'explication de la révision de la Constitution, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, était à Malanville dans l'après-midi de ce jeudi 27 novembre 2025. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette séance. Fin du passage des ministères et institutions à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Vous aurez plus de précisions dans le développement. Le ministère de la Santé lance une campagne nationale de vaccination contre le virus de papillome humain, HPV en abrégé, qui est la première cause du cancer de l'utérus. La campagne démarre officiellement le lundi prochain, c'est-à-dire le 1er décembre 2025. Les détails sont à suivre également dans quelques instants. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse plutôt en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. On démarre ce journal parlé par une brève. Le ministère de la Santé du Bénin, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, organise du 1er au 7 décembre 2025 une campagne nationale de vaccination contre le virus de papillome humain. Cette initiative vise les filles adolescentes âgées de 9 à 14 ans. Le HPV est la première cause du cancer du col de l'utérus, une maladie qui touche chaque année des milliers de femmes dans le monde entier. La vaccination constitue une mesure préventive efficace et durable pour protéger les jeunes filles contre ce fléau. Le vaccin sera administré gratuitement dans toutes les écoles primaires, secondaires ainsi que dans les lieux publics identifiés par les autorités sanitaires. Le ministre de la Santé Benjamin Humpati, appelle les parents, tuteurs, enseignants, leaders communautaires, autorités religieuses et traditionnelles à se mobiliser activement pour garantir le succès de cette campagne. Je venais de l'annoncer il y a quelques instants, la tournée nationale d'explication de la nouvelle réforme constitutionnelle adoptée récemment par l'Assemblée nationale s'est poursuivie ce jeudi 27 novembre 2025 dans la commune de Malanville après l'étape de Karimama en matinée. La délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, est composée de ministres conseillers, Biogera Sakakinan, de quelques honorables députés, du préfet de l'Alibori, Ahmed Bello Kissama, d'autres cadres départementaux et d'autres autorités locales. Souhaitant la bienvenue à l'assistance, le maire de la commune de Malanville a salué les avancées observées grâce au gouvernement. On écoute Guidami Gado, maire de Malanville. Je voudrais, avec honneur et fierté, rendre gloire à Dieu pour nous avoir permis aujourd'hui donc de suivre avec une délégation gouvernementale et parlementaire tout ce qu'il y a autour de la modification de notre constitution qui est donc la loi fondamentale de notre pays. Les trois piliers seront tout à l'heure donc présentés par qui de droit, qui est le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique. Ces trois piliers, c'est d'abord le prolongement donc du mandat à 7 ans. Ensuite, c'est aussi au niveau donc de la trêve politique. Et ensuite, le troisième pilier, je vais vous laisser découvrir ce troisième pilier avec le ministre. Je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue dans notre chère commune, la commune de Malanville. Monsieur le ministre, au-delà donc de cette séance de sensibilisation, je voudrais que vous constatez avec nous que Malanville est un gros village. Aidez-nous à ce que Malanville devienne effectivement une ville vitrine. Et puisque le président Baptiste Talon a déjà entamé avec ses réformes
réformes courageuses, ces réformes hardies, mais des réformes salutaires qui ont aujourd'hui permis de lancer le Bénin sur l'orbite du développement, de révéler le Bénin au plan international. Nous voudrions également que la ville de Malanville soit révélée au plan national comme étant une ville phare, une ville vitrine à l'entrée donc nord de notre cher pays, le Bénin. Merci et toute la gratitude de l'ensemble de la population à notre cher président et à son gouvernement. À sa suite, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a exposé les objectifs de la tournée avant d'expliquer ce que c'est le Sénat. Écoutons Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La Constitution, c'est notre loi fondamentale. La Constitution n'est pas un document qu'on peut toucher n'importe comment. Mais on ne doit pas aussi en faire un tabou. Si on a besoin de toucher à la Constitution pour accélérer le développement du pays, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Le premier changement qui est intervenu, c'est la création du Sénat. Le Sénat est une institution qu'on peut comparer un peu à l'Assemblée nationale. Dans certains pays, on appelle le Sénat la chambre haute du Parlement. Ça veut dire, lorsque les députés ont fini d'examiner, le Sénat peut aussi reprendre et regarder et voir si c'est bien fait. Si c'est pas bien fait, le Sénat leur demande de revoir par rapport à tel point qui pose encore problème. On peut faire animer le Sénat par des personnalités soit élues, soit désignées. Le Sénat doit être animé par les anciens présidents de la République qui ont moins de 85 ans. Pour cette première mandature, on va fermer les yeux par rapport à l'âge. Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, là aussi, il faut avoir fait au moins la moitié du mandat. Et les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ceux-là sont les membres de droit. Vous êtes d'office membre du Sénat une fois que vous finissez votre fonction. À part eux, il y a les membres désignés. Parmi les membres désignés, il y a 5 officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité à la retraite qui ont été appréciés au moment où ils exerçaient la fonction, qui ont des qualités exceptionnelles de compétences, d'honnêteté, de probité. À part eux, si le nombre ne fait pas 25, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale sont autorisés à désigner à concurrence de moitié-moitié. Qui sont ceux qui peuvent être désignés? Ils peuvent être des anciens responsables politiques qui ont un profil acceptable et qui n'ont jamais déçu au moment où ils étaient en exercice de leur fonction. Et ce sont ces 25-là qui vont constituer le Sénat. La création du Sénat permet de réguler la vie politique et de préserver l'équilibre institutionnel et les valeurs démocratiques. On écoute le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui revient sur le rôle et les missions assignées à cette institution. Alassane Seydou. Ils interviennent pour résoudre quel problème? Les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale et qui vont porter sur des questions relatives à l'intégrité territoriale, à la sécurité, à la tranquillité, qui vont porter sur le fonctionnement de notre processus démocratique, qui vont porter l'unité nationale. C'est ça l'élément fondamental. Alors ces questions-là sont des questions très sensibles. Si les députés étudient des lois qui ont trait à ces points-là, les membres du Sénat doivent regarder chaque fois qu'une loi est votée et que cette loi traite des questions très sensibles par rapport à la cohésion nationale, à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, ils doivent regarder. S'ils pensent qu'il y a des points qui ont été maltraités, ils retournent le dossier à l'Assemblée nationale pour dire regardez encore la copie, ce n'est pas bon, revoyez par rapport à tel point. Les sénateurs ont d'autres rôles. Le rôle qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent suspendre ou retirer les droits civiques et politiques d'un citoyen qui est coupable de propos ou de comportements qui mettent en difficulté les éléments précités, c'est-à-dire l'unité nationale, la cohésion nationale, la concorde. Lorsque vous tenez des propos qui mettent en péril ces éléments-là, le Sénat peut décider de vous retirer vos droits civiques et politiques. Le Sénat est chargé aussi d'observer la trêve politique et de réagir chaque fois que la trêve est violée. On est obligé d'avancer par rapport à notre processus démocratique et de trouver des garde-fous pour éviter des dérapages. C'est pour cela qu'on a créé le Sénat. Cette tournée s'inscrit dans la dynamique de proximité et de transparence voulue par les autorités afin que chaque citoyen comprenne et s'approprie les réformes. La durée du mandat et la trêve politique sont deux autres points abordés par le ministre Alassane Seydou.
Désormais, le président fera 7 ans. Les députés feront 7 ans. Les maires, les conseillers communaux seront élus pour 7 ans. C'est après 7 ans qu'on va organiser de nouvelles élections. 7 ans parce que lorsqu'on élit un président, c'est vrai, il vient avec un projet de société, avec des projets en tête, mais quand il est face à la réalité du pouvoir, il est obligé de revoir tout cela et de réajuster compte tenu des capacités réelles du pays. Il faut donner le temps aux gens de respecter toute la procédure et de faire les choses normalement. Voilà pourquoi on a voulu un mandat de 7 ans. Mais pour le président, renouvelable une seule fois. Pour les autres, ça peut être renouvelé une fois. Ça dépend de leur capacité à se faire réélire. Le troisième point que je vais aborder, c'est la trêve politique. J'avais dit que le Sénat a pour mission de suivre le respect de la trêve politique. C'est quoi la trêve politique? Désormais, on va élire le président pour 7 ans. Si on l'élit pour 7 ans, pendant 6 ans, on doit le laisser travailler. La trêve, c'est dire que nous voulons faire une politique qui sera désormais au service du développement. Faire la politique, c'est travailler à améliorer les conditions de vie des populations. Pendant la trêve, les bavardages inutiles, les propos injurieux dans les réseaux sociaux, il faut arrêter. Et ceux qui vont poursuivre, ils auront à répondre parce que ceux qui seront indexés ne vont pas les laisser. La trêve, c'est 6 ans sur 7. La 7e année, on peut faire des concessions. Il peut y avoir des débats politiques, quelques écarts de langage, c'est normal. D'une information à une autre, nous sommes dans le présentation du budget des institutions de l'État exercice 2026 à l'Assemblée nationale. Pour clore la série de présentations des projets de budget des institutions pour le compte de l'année 2026, le Conseil économique et social s'est lui aussi prêté à l'exercice. Selon son président, l'objectif est d'améliorer certaines conditions de fonctionnement, surtout avec l'élargissement du nombre de ses membres. Extrait des propos du président de la commission du Conseil économique et social, Tabé Bien. Désormais, nous sommes 117 conseillers présents sur l'ensemble du territoire national pour caracoler à travers les communes et les arrondissements et essayer de dialoguer avec les populations, discuter avec elles, leur apporter des informations utiles à leur bien-être, aux règles de la société, tout comme nous les écoutons pour remonter auprès des institutions les différentes attentes que ces populations peuvent nous soumettre. Alors, notre budget est essentiellement orienté sur notre capacité à délivrer les prestations nécessaires pour réussir notre mission, telle que le chef de l'État nous l'a confié le 26 février 2025, pour démontrer que notre institution a toute sa place dans le concert des institutions de la nation. Nous sommes en train, et ce budget va nous permettre sans doute d'aller un peu plus loin par rapport à ce travail que nous sommes en train de faire, les 117 conseillers, avec moi-même, sur l'ensemble de nos départements. Alors, nous avons des chantiers certes très importants, mais qui, de la manière dont nous structurons notre activité, vont à peu près avoir ce reflet d'une année sur l'autre, puisque ça correspond exactement à la cartographie de nos attributions. Profitant de l'occasion, il a également évoqué quelques axes clés de ce budget. Suivi pour plus de détails, le président du Conseil économique et social, Tabé Bien. Je peux vous parler de 3 missions essentielles. La première, c'est celle qui consiste à écouter les populations, être attentif à comment notre société évolue pour identifier les éléments d'évolution qu'il faut lui apporter. Donc c'est ce que nous allons dire dans le jargon de notre métier, qui est donc l'autosaisine. Les autosaisines, c'est-à-dire que nous voyons qu'il y a des sujets importants tels que l'alcool frelaté consommé par nos jeunes, tels que le coût de vie qui paraît cher pour certains, ou les conditions de vie qui paraissent moins intéressantes pour d'autres, pendant que nous avons une belle croissance. On peut également parler du problème du transport en commun, on peut parler du problème du transport fluvial, on peut parler des questions d'environnement, etc. Donc tous ces éléments-là vont nécessiter un travail d'écoute, d'échange, de veille, pour faire en sorte que notre institution puisse s'approprier les sujets les plus importants et les traiter sous forme d'autosaisine. Deuxième axe. Le deuxième axe va être celui de la saisine. C'est-à-dire que le président de la République souhaite réfléchir à une question et voudrait que le plus possible, la population puisse, on va dire, envoyer les signaux de ce qu'il entend faire, de ce qu'il prévoit réaliser. Alors donc nous pouvons être saisis par le chef de l'État pour aller échanger avec les populations et ressentir les réalités de celles-ci pour pouvoir rendre compte au chef de l'État à travers nos avis. Mesdames et messieurs, à présent, nous prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
Et nous sommes en note éducative, malgré les efforts récents des autorités à divers niveaux pour améliorer les conditions d'apprentissage dans les établissements scolaires à Malanville. Des obstacles restent encore à surmonter. Des problèmes plus indicieux continuent de ronger le collège d'enseignement général de Malanville. Il s'agit entre autres des absences répétées, des retards chroniques et l'usage du téléphone portable en milieu scolaire, des comportements qui freinent les progrès attendus et compromettent les sacrifices consentis par les autorités. L'amélioration des conditions d'études est lancée, mais le véritable défi reste désormais entre les mains des apprenants. Une confirmation à nous donner par Ouomnou Tama Bedari, directeur du CEG Malanville. À l'heure où nous parlons, le véritable problème est lié à la nature de l'apprenant de Malanville. Notre problème aujourd'hui, c'est les absences au cours. Absences au cours. Dans les classes d'examen, je suis entré dans les salles de classe pour qu'on me fasse la liste des absents. Si vous êtes absent au cours, une fois, deux fois, dans la semaine, trois fois, qu'est-ce que vous allez écrire pendant les devoirs? Qu'est-ce que vous irez écrire à l'examen? C'est le vrai problème de l'apprenant de Malanville. En dehors de cela, il n'y a pas d'autres difficultés. Les enfants de Malanville sont très intelligents. Il y a des matières dans lesquelles on a déjà fait le compte rendu. On a 100% en espagnol par exemple. Dans presque toutes les classes d'examen, 100% dans les troisièmes là. Le véritable problème, c'est les absences au cours. Au niveau légal, on nous dit qu'il faut que le candidat fasse 60 jours consécutifs avant qu'on ne retire son dossier. Ça veut dire que si le candidat s'absente 59 jours et le 60e jour se présente, on reprend encore le décompte. Et les candidats même sont déjà informés, ce qui fait qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais cette année, le directeur départemental, que je salue encore, avait promis le retrait d'extirper de la liste tous les absents, surtout les absentéistes, parce qu'il peut arriver qu'on s'absente pour cause de maladie. Mais les absentéistes, c'est ça notre véritable problème. La deuxième difficulté, c'est les retards au cours. Les retards, j'avais commencé par sévir en restant au portail, mais j'ai dû me retirer pour laisser la charge aux surveillants généraux qui sont en train de faire le travail. En dehors du retard, nous avons la lutte contre le port du portable. Et pour corriger le tir, le premier responsable du CEG1 Malanville mise sur la volonté dans le rang des apprenants. Il appelle à redoubler d'efforts. Il invite également les parents à un suivi rigoureux. Extrait des propos de Ouomnou Tama Bedari. La première personne vers qui il faut s'adresser, ce sont les apprenants eux-mêmes. Quand on a la volonté, on ne sera pas en retard. L'absence, ça peut encore se justifier. Mais le retard, je connais la distance qui sépare ma maison de l'école. Je calcule à quelle heure vais-je quitter pour que je sois à l'heure. Moi, je pense que c'est un peu un manque de volonté. S'ils veulent, ils seront à l'heure. Moi, j'ai promis ici que je ne serai jamais en retard. C'est peut-être aujourd'hui que je suis venu dans l'établissement à 6h12. Donc, le jour où j'ai été en retard, c'est aujourd'hui à 6h12. Parce que je devais attendre un professeur qui devait quitter à Bomé-Calavi. Je vais leur demander de faire un effort, surtout que nous sommes en période d'harmattan. Ils n'ont qu'à faire un effort. Le portable peut les aider à la maison avec l'alarme. À telle heure, je vais me réveiller. On peut lutter contre le retard si on fait un peu d'effort. Ils sont intelligents. Hein. S'ils veulent, on aura de bons résultats. Les parents, au niveau du suivi, on donne des exercices, ils ne font pas. Là, les parents seront interpellés. Et avec le temps, on va vous inviter parce qu'on va considérer, si cela ne se faisait pas, ça va se faire pour la première fois. Ils sont déjà avertis. La première série des devoirs sera considérée comme un examen. Nous allons calculer les moyennes et nous allons inviter ceux qui sont admissibles au MAR devant tout le monde. Si c'était le BPC, voilà ceux qui sont admissibles. Ils vont voir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et la cinquième fois ce serait l'examen blanc. Donc la sixième fois serait l'examen même. Ceux qui ont souvent 9 et après avoir fini, nous allons publier ça dans le forum des parents. Donc ces résultats-là seront publiés dans le forum des parents. Chaque parent va voir la moyenne de son enfant qui est dans une classe d'examen. Ça concerne les candidats. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Orouteo. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Depuis le 23 novembre, le gouvernement et les partis politiques de la mouvance parcourent le Bénin pour expliquer au public les changements opérés dans la constitution béninoise. Ce vendredi, certains journaux traitent le sujet. D'entre eux, le matinal y trouve un moment pour renforcer le dialogue national. Adopté le 15 novembre 2025 par l'Assemblée nationale, la révision de la constitution suscite depuis un intérêt dans l'opinion publique.
Et pour le journal, la tournée d'explication sur la révision constitutionnelle est une démarche pédagogique après le vote. Informer pour apaiser, fédérer et renforcer la confiance, mon confrère justifie que c'est précisément ce devoir citoyen qui guide la tournée. Mais attention, constate la boussole, la tournée d'explication s'est déroulée dans la 8e circonscription électorale sans les poids lourds. L'absence d'Adambi, Gbadamassi et Toko interroge. Mon confrère observe qu'au moment où le pouvoir cherche l'adhésion totale du Sénat et du septennat, le retrait soudain de ces 3 poids lourds interroge et inquiète jusqu'au sein de la mouvance présidentielle. Pendant la tournée, ni Samseydou Adambi, ni Rachid Gbadamassi, ni Charles Toko n'étaient présents ni dans les communes déjà parcourues, ni lors de l'étape de Parakou. Reste à savoir, tempère le canard, si ce silence collectif annonce une simple posture ou les prémices d'un rapport de force interne qui pourrait peser lourd lors des recompositions politiques de 2026. En attendant de le savoir, Dynamis Info évoque la réforme constitutionnelle en elle-même opérée à moins de 6 mois des élections. Et pourtant, la rupture rejetait l'amendement du code électoral, écrit le journal. À l'analyse, beaucoup se demandent ce qui paraissait si urgent et qui a mené à prendre en compte les démarches en de pareilles circonstances. Modification de la loi fondamentale opérée en fin de mandat et par coïncidence, en période préélectorale, les suspicions contre la loi modifiée montent pour faire observer le caractère opportuniste de la révision. Le journal rappelle qu'il était sollicité pourtant la relecture du code électoral en vue de garantir des élections générales inclusives et transparentes, mais les parlementaires en question avaient opposé un refus catégorique et sont restés fermés sur leur position jusqu'à l'épuisement du délai pour la satisfaction de la requête, puisqu'il était dit qu'à 6 mois des élections générales, toute modification est impossible et qu'on ne saurait toucher au code électoral. Mais bizarrement, se surprend le canard alors que les dépôts des dossiers pour les élections présidentielles, communales, sans oublier les législatives, sont effectués. La rupture s'autorise. Une réforme a impact sur le processus électoral. Le quotidien, après toute analyse, conclut que les révisionnistes n'agissent que pour les intérêts. Et sans commentaire dans le reste, où est passé Boni Yahi? Recherche le Soleil Bénin Info. À quelques encablures des élections générales, Yahi totalement disparu des écrans radars. Titre en manchette le journal qui se demande si le président du parti Les Démocrates est déjà entré dans la trêve politique. Et dans le reste, le télégramme évoque la session budgétaire et résume en une que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC sollicite 3,46 milliards de francs CFA pour 2026. Une enveloppe budgétaire de 3,31 milliards de francs CFA pour la Cour constitutionnelle. La haute Cour de justice, quant à elle, sollicite 951,5 millions de francs CFA, 4,86 milliards de francs CFA pour la Cour des comptes et 6 milliards pour la présidence. Mais ce n'est pas tout. Matin Libre complète que le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a présenté jeudi un projet de budget qui s'élève à 3,763 milliards de francs CFA, soit une hausse de 18,77% par rapport à 2025. Les autres détails à lire dans le colonne du journal. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver très prochainement pour d'autres aventures. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette session informative. Merci pour votre attention. Dans Kasso Richard, je suis à la présentation. Partie technique, Aboubakar Doko. Ousmane Tinola a assuré l'édition. On se retrouve très prochainement. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif